voici pour donc lancer la dernière ligne droite de cette émission avec notre débat ce matin. Conférence nationale des forces vives de la nation. Cela fait exactement 35 ans que les travaux démarraient quelque part à Cotonou, même si les vestiges ont disparu entre-temps. Les vestiges physiques, je dois dire. Mais alors, ce matin, on fait donc le petit point avec les débatteurs. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour, Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Les conférences nationales, donc, faisons déjà le point de la marche démocratique. Quel est le bilan que vous dressez de la démocratie? Pour dresser un bon bilan, je pense qu'il faut faire un retour en arrière pour voir dans quel contexte les choses ont été, s'étaient déroulées dans le temps. Vous savez que c'est déjà, les prémices ont été senties déjà en 1980 où avec le régime qui était en place, il y avait une crise quand même profonde qui appelait à des réflexions parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de situations de blocage dans le pays, cessation de paiement, cessation de salaire, il y avait une crise sociale, il y avait les acteurs politiques qui appelaient à un changement de paradigme. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la conférence a été organisée. Mais après cela, on a eu comme acquis le rejet du régime marxiste et léniniste de Mathieu Kérékou, que prônait Mathieu Kérékou. On a eu également la rédaction d'une nouvelle constitution, on a eu l'organisation, d'élections libres et disons transparentes de 91 notamment. Et donc, quand vous voyez tous ces acquis et vous faites une lecture aujourd'hui, vous les projetez dans ces jours que nous avons passés depuis 90 à aujourd'hui, c'est-à-dire 35 ans après, je pense que le Bénin a tant bien que mal essayé de sauvegarder ses acquis. Parce que depuis, nous avons organisé les élections pour une alternance à la tête de l'État. Nous avons une constitution, même si elle a été revue, elle a été révisée. Nous avons une constitution, on n'est pas retourné à un parti unique comme c'était le cas à l'époque. Nous avons le multipartisme qui a fait son chemin. Et donc, quand vous voyez ça, on a fait notre chemin avec les difficultés, parce qu'on dit autre temps, autre mœurs. Tout ce que nous avons eu comme difficultés dans le parcours, je crois que nous nous sommes accommodés à ces difficultés et on a fait le parcours. 35 ans après, on peut dire que nous avons tenté de sauvegarder ces acquis, mais également nous avons eu de sérieuses difficultés sur le terrain et que nous devons aujourd'hui, comme on l'avait fait en 90, nous devons nous regarder. Nous devons mettre les problèmes sur la table et en discuter pour un futur meilleur. Moi, c'est le bilan que je fais. Alors, on verra la suite. Oui, vous parlez de difficultés. On va revenir certainement là-dessus, mais déjà, je vais adresser la parole à Eric. Quel point, justement, apparaître en 5 ans de la conférence? Écoutez, on est parfois partagé entre un point positif et un point négatif, mais toujours est-il que, comme l'a dit quelqu'un, et je partage son avis, quelle qu'en soit la position des uns et des autres, ou quelles qu'en soient les limites de notre marche démocratique à la date d'aujourd'hui, quoi qu'en soient les vicissitudes que nous avons traversées, nous devons être fiers de la tenue de cette conférence nationale, fiers de ce qu'à l'époque, des leaders ont senti le besoin de se retrouver, de se réunir et de parler construction, de parler État, de relancer justement notre République avec de nouvelles options. Nous devons être fiers de ce que, à partir de ce que nous avions fait au Bénin, eh bien, cela a servi aussi des encres dans d'autres pays. Cela a une répercussion. Fiers parce que c'est quand même assez intéressant que dans un contexte où ce dialogue, cette conférence aurait pu virer à la violence, cela a quand même donné lieu à des assises, comment on dit, ou des échanges responsables, voilà, où des échanges ont permis, n'est-ce pas, même à des gens qui se considéraient comme ennemis, à des ennemis politiques, n'est-ce pas, de s'asseoir dans une même
salle de se regarder, ok, et de discuter. Et donc, cela, on ne peut pas l'oublier, c'est un héritage. Et quand parfois nous nous retrouvons dans des crises, je me dis, est-ce qu'on a oublié qui nous sommes? Est-ce qu'on a oublié que dans des conditions plus pénibles, plus difficiles, nous avons trouvé le chemin du dialogue que nous mettons du temps à trouver aujourd'hui, 35 ans après. C'est-à-dire que nous avons servi de leçon dans un domaine de dialogue, mais en même temps, nous avons du mal véritablement à nous retrouver. Aujourd'hui, fier aussi parce que nous avons semé les graines de démocratie avec des institutions qui continuent par fonctionner. Nous continuons par avoir une alternance, je n'ai pas envie de dire relative. En tout cas, depuis 90, nous n'avons pas vu un régime qui quand même a pris le risque de modifier la Constitution dans l'objectif de s'éterniser au pouvoir. Nous qui sommes aujourd'hui plus jeunes, nous pouvons citer 3 à 4 présidents que nous avions connus. Ce n'est pas le cas d'un citoyen qui a peut-être mon âge, qui est dans un pays voisin. Et donc ça, moi je suis fier de ça, fier de ce que je suis dans un pays où le système démocratique permet, n'est-ce pas, de varier des leaders à la tête de notre État. Après, dans le fond, je pense qu'on l'a relevé ici une fois, peut-être qu'on y reviendra dans le débat. Quand on a parlé démocratie, quand on a parlé paix, qu'est-ce qu'on dit de développement de notre marche 35 ans après? C'est bien beau de dire tout ce que Franck a évoqué, ce que j'ai évoqué et qui nous permet d'être fiers, mais notre marche de développement au plan économique, au plan de l'industrialisation, le développement des filières agricoles, où est-ce que nous en sommes 35 ans après? Vous parlez des difficultés, Franck. Oui, nous avons connu des difficultés. Vous savez que après 90, après que nous avons organisé les élections de 91 et qui, quelques années après, même en 91, je crois qu'il y a eu quelques difficultés où dans la partie septentrionale du pays, nous avons connu des échauffourées entre populations. Et donc, déjà, l'expérimentation de ce que nous avons adopté en 90, déjà en 91, a été mise à rude épreuve parce que l'élection qu'il fallait quand même organiser, les petits problèmes qui se sont posés, ça a permis même de se relancer. Et les élections qui ont suivi, nous avons eu à les organiser avec beaucoup plus de paix, de tranquillité. Difficulté parce que la façon dont chacun concevait la démocratie, lorsque Mathieu Kérékou a fait des concessions, il a fait des sacrifices pour dire il faut y aller, malgré tout ce que lui, il a perdu dans le temps en termes de notoriété et tout ça. Et donc, ces difficultés-là, chacun avait sa conception. Les élites qui sont rentrées au pays, eux, ils avaient leur conception de la démocratie. Et donc, il fallait imposer cela. Oh, c'était de petits pas que nous devions faire. Mais certains étaient vraiment pressés. Et donc, dans tous les cas, l'un mis dans l'autre, il y a eu des achoppements, mais ça nous a permis d'avancer. Difficulté parce que lorsque vous voyez en 2019, les problèmes que nous avons eu après l'organisation des élections et qui ont même conduit des gens en prison et tout ça, je me dis, quelques années après, nous n'avons pas, entre griffes, nous n'avons pas pris conscience de l'enjeu. Parce que si après 90 et en 2019, nous ne continuons pas à avoir des problèmes après l'organisation d'élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, n'a pas marché. On ne devrait plus parler de ça parce que la crise était profonde. Les humeurs, la tension était vive, mais nous avons pu surpasser cela. Pourquoi jusqu'en 2019, nous pouvons avoir encore des problèmes? Et même aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on parle de système partisan, lorsqu'on parle des réformes et tout, on n'arrive pas véritablement à s'entendre. Pour moi, ce sont des difficultés liées à l'expérimentation de notre démocratie que nous devons résoudre. Qu'est-ce que nous voulons pour nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le bilan que nous faisons des acquis de ce que nous avons fait en 90, des pas que nous avons posés? Eh bien, tant que nous ne trouverons pas des solutions, nous ne trouverons pas des approches pour dire, écoutez, là où il y a difficulté, que faire pour décoincer? Que faire pour régler ces difficultés?
pour moi, il reste encore à faire. Et c'est même cela le défi de l'heure. Parce que si en 90, nous avons dit multipartisme, si en 90, nous avons dit nouvelle constitution, si en 90, nous disons plus de, en tout cas, le système qui était mis en place, il faut évoluer, il faut plus de partis uniques et tout ça. Nous devrons en 2025, nous regarder dans la glace pour dire, mais est-ce que tout cela, ça a été, disons, la base est restée? Oui, c'est justement la question que je vous fais. Quand on a fait tout ça dans le temps, quel est le bilan que vous en faites aujourd'hui, quand vous voyez comment les institutions évoluent, quand vous voyez le parcours que nous avions fait, etc. J'ai l'impression que nous taguons beaucoup plus de démocratie et que nous ne connaissons pas fondamentalement le contenu. Oui, on peut le dire, mais est-ce que c'est la façon dont les institutions fonctionnent, même s'il y a des choses à reprocher. Les institutions que nous avons mises en place fonctionnent. On n'a pas dissous, par exemple, la Cour constitutionnelle, on n'a pas fait disparaître la Sénat. Il y a les institutions qui fonctionnent, mais c'est beaucoup plus la qualité des hommes, à mon avis, qui pose problème. Vous pensez qu'on n'a vraiment pas de la qualité des hommes ou non, quand je dis la qualité, ce n'est pas le diplôme, c'est le pas parcours professionnel. Le parcours professionnel. L'idée, la façon dont nous mettons en œuvre les idées, qu'est-ce que nous voulons pour le pays et non pour nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, il y a un manque de confiance, il y a une crise de confiance énorme qui s'est instaurée, ce qui était le cas peut-être avant 90 et qui a tendance à revenir aujourd'hui. On se dit non, eux ils veulent tout pour eux seuls, les autres disent non, on ne veut pas. Donc il n'y a pas ce milieu-là, ce juste milieu-là qu'on n'a pas, qu'on doit essayer de trouver. Il y a de difficultés à ce niveau et justement à l'approche d'élections, ça peut préoccuper. À l'approche d'élections qu'on n'a jamais organisées, des élections générales, ça peut véritablement préoccuper. Nous devons réfléchir. Et Eric, on se targue d'avoir une démocratie. Est-ce que c'est vraiment une démocratie ça? Juste qu'on travaille à faire élire un président tous les 5 ans et une assemblée nationale tous les 4 ans, c'est ça la démocratie? Écoutez, ça ressemble à une démocratie. Par définition, les peuples choisissent leurs dirigeants à l'occasion d'une élection libre et transparente. Et je pense que là-dessus, nous faisons toujours l'effort de respecter ce principe, voyez-vous. Après, dans le fond, je pense qu'on peut reprocher des choses à notre système démocratique. Et je suis de ceux qui pensent que pendant longtemps, c'est un système avec lequel on triche. Surtout ses principes et ses valeurs. Nous avons un système démocratique, mais est-ce que les hommes qui l'animent sont suffisamment démocrates, n'est-ce pas, pour accepter un certain nombre de réalités que la démocratie nous impose? Après, on me dira que quand on voit aux États-Unis, malgré plusieurs siècles de pratiques démocratiques, cela n'a pas empêché les citoyens à prendre d'assaut le Capitole pour imposer un candidat qui n'a pas été élu. Voyez-vous, on était loin d'imaginer qu'on pourrait voir en plein cœur de Washington une telle image, voyez-vous. Et cela a sans doute renforcé ceux qui pensent que pour les pays africains, ce n'est pas encore si grave que ça. Pour le processus que nous faisons. Franck a évoqué la parenthèse de 2019 et bien d'autres situations que nous avions connues qui, justement, allument notre esprit de ce que on doit toujours renforcer ce système démocratique de sorte à la rosée pour que sa santé soit toujours au top pour faire face justement au choc qui pourrait arriver d'une façon ou d'une autre en raison des situations, n'est-ce pas, que nous traversons. Nous avons vu également ce qui s'est passé au Sénégal, bien que ça soit un modèle démocratique, tout ce que nous avons vu avec Sonko et Diomaye Faye, Macky Sall à la veille des élections, tout ce que cela a créé, mais aujourd'hui, la démocratie a triomphé. C'est dire que, quoi qu'en soit, ce qu'on peut traverser comme situation à l'intérieur de ces systèmes démocratiques, on arrive toujours à trouver la formule par les mécanismes démocratiques, n'est-ce pas, à faire régner les valeurs, les principes de démocratie. Sonko est Premier ministre aujourd'hui. Hier, il était dans une cellule. Pareil que Diomaye Faye. Cela ne peut qu'exister que dans une démocratie. On ne peut pas espérer voir de telles choses dans un autre régime, je dirais, de dictature. La force aurait eu raison, n'est-ce pas, de ces deux messieurs qui aujourd'hui dirigent ce pays. On peut trouver beaucoup d'exemples, tout comme on peut en trouver également de négatifs, n'est-ce pas, qui met une tache d'huile, n'est-ce pas, dans ce processus. Quand je reviens à ce que nous avons vécu, vous savez,
ne l'oublions pas, c'est des problèmes économiques et sociaux qui ont précipité justement la conférence nationale. Et pendant longtemps, quand on évoque le souvenir ou quand on évoque ce qu'on tire de cette conférence, nous sommes plutôt sur le chantier politique, sur le chantier de la démocratie. Justement, et vous me donnez la perche. J'allais dire, mais quand on dit conférence nationale, il n'y a que l'aspect politique, c'est ça? Voilà. Malheureusement, que devient notre école? Justement, que devient notre école, que devient notre culture, que devient notre système de santé, que devient notre agriculture, que devient justement beaucoup de choses. Et je pense que là-dessus, il nous faut peut-être convoquer, pourquoi pas, une autre conférence nationale. Ah oui, pour parler rien que de l'éducation? Développement. Oui, parce que 35 ans, enfin, vous posez la question à tout le monde, on vous dira démocratie, paix, stabilité relative, les institutions qui marchent, alternance au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous disons du ventre? De ce que les enseignants ont vécu à cette époque, qui les a mis dans la rue, qui les a amenés même à lancer des pierres au général Mathieu Kérékou, des salaires. Et donc, on avait un problème économique assez criard. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a réglé véritablement ce problème? Est-ce qu'on y a consacré du temps? Est-ce que les options qu'on avait choisies à l'époque, aujourd'hui, nous ont permis d'avoir une économie forte, d'avoir une éducation qui nous ressemble, une agriculture qui nous ressemble, une culture qui nous ressemble? Je pense que ces questions, peut-être qu'on voulait justement faire partie de ces pays-là, comment on dit, qui étaient un modèle de démocratie à l'époque, on a vite fait, n'est-ce pas, de ne pas s'y intéresser de la même façon on s'est intéressé aux questions de liberté, aux questions de droits de l'homme, aux questions de démocratie et bien d'autres choses. Et c'est ça que... quand vous voyez un peu la gouvernance actuelle, on a le sentiment qu'il y a du mépris sur des questions de démocratie, de paix et de droits de l'homme. Et Patrice Talon l'a dit une fois, moi je ne rêve pas de faire la démocratie un peu comme on le voit aux États-Unis ou en France, parce que je veux m'intéresser exclusivement aux questions de développement. Et cela sonne mal dans l'oreille des gens comme Théodore Ollot, en tout cas, qui pour l'instant sont considérés comme des patriarches de notre démocratie dans le pays, parce qu'ils pensent que la démocratie rime avec développement et développement rime avec démocratie. Donc c'est un débat éternel. C'est vrai qu'il devrait jeter justement ces bonnes bases-là depuis le début. Franck, depuis 90, c'est que vous avez l'impression que quand on s'est assis justement comment est-ce qu'on a appelé l'hôtel là, PLM Alédio, qu'on a vraiment réfléchi à ce que deviendra l'école? Non. À PLM Alédio, ce n'était pas ce que va devenir l'école qui avait préoccupé. Il fallait régler des comptes. Il fallait chasser Kérékou. Oui, Mathieu Kérékou. Parce que vous avez vu Mathieu Kérékou qui avait fait preuve d'une grande ouverture, où des gens qui ont conspiré contre son pays étaient en face de lui. Ils se regardaient droit dans les yeux, ils se disaient... il faut le faire partie, il faut amener quelqu'un de... Parce que tout ce que lui aussi, faisait... il regardait dans les yeux ceux qui ont fait Sigbanan, donc... Oui, d'accord. Tous les acteurs étaient réunis. Oui, les gens ont fait 10 ans, 15 ans... Lui vous dira que c'est pour l'intérêt du pays que lui le faisait. Ceux qui étaient à l'extérieur, qui ont conspiré, qui ont envoyé des mercenaires pour essayer de déstabiliser le régime qui était en place, lui va dire que ce sont les ennemis de la République. Donc, la dose n'est pas en réalité la même. Donc, on n'était pas allé à PLM Alédio pour dire, mais nous voulons faire... Parce que des cadres, on en avait. Il y avait Émile Derlin-Zissou, il y avait des cadres à la Banque mondiale. Donc, pour eux, c'était eux qui avaient la science infuse, tout ce que Kérékou faisait, le modèle économique, le modèle social qu'il avait adopté. Il fallait ranger ça au placard pour regarder ailleurs, aller trouver disons, un autre modèle pour l'implémenter au Bénin. Et je pense que c'est dans cette optique-là. C'était pour moi un problème politique qu'on a réglé au niveau de cette conférence. Donc l'école en a souffert? L'école en a souffert, c'est vrai. Mais à l'époque encore, il y avait des valeurs qu'on pouvait retrouver et qui devaient inspirer même la génération qui a suivi. Il y avait en griffe le respect du bien public. Il y avait que Kérékou lui-même, qu'on avait diabolisé en griffe, avait déjà instauré le respect du bien public. Il y avait le patriotisme. Mais ils ont pillé l'économie nationale. On sait comment est-ce que la BCB et autres banques ont connu la faillite. On sait comment les structures étatiques, les nombreuses sociétés étatiques ont connu quand même la faillite. Oui, on n'a pas le moral. Non, c'est vrai.
Oui. Ces problèmes-là, dans la gouvernance, c'était là. Mais vous voyez, dans le rang de la population, il y avait une certaine droiture qu'il avait imprimée. Il y avait une certaine droiture qu'il avait la imprimée. population à droite et pas les dirigeants, c'est ça? Non, j'ai dit que c'était des problèmes au niveau de la gouvernance. Oui. Et donc, c'est ça qu'on a réglé à la conférence. Ok. Mais il y avait un pan positif quand même. Il y avait un pan positif. Moi, j'avais 7 ans à l'époque. Dis donc, vous étiez grand. J'étais assez jeune. Bon, Vous étiez très grand. je sais que... Il était suffisamment âgé pour faire ses balades. Absolument. Ah, non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas gentil. Moi, je sais que papa s'accrochait beaucoup à la radio dans le temps pour écouter les nouvelles. Les nouvelles, ainsi de suite. Et donc, lorsque vous voyez tout ce qui a été laissé, on nous disait, mais après, on nous rassemble, on nous dit, est-ce qu'avant vous pouvez faire ça? On vous dit aujourd'hui de balayer, venez à l'école les samedis pour arranger la salle, vous ne venez pas. Est-ce qu'avant vous pouvez faire ça? Donc pour moi, est-ce qu'on c'était... ne vend pas trop cher aussi la période Non, mais révolutionnaire? ça a permis à nos parents quand même de vivre dans le temps et de savoir qu'on ne s'amuse pas avec... Quel point chose qui au est plan important. éducatif? Non, je pense que là-dessus, nous continuons par, comment on dit, par chercher notre chemin. Parce que avec les différents systèmes que nous avions connus, jusque-là encore, nous n'avons pas encore réussi à asseoir un système éducatif qui véritablement permet à des jeunes d'être compétitifs sur le terrain de l'emploi. Cette question d'inadéquation entre la formation et puis l'emploi se pose toujours. Vous imaginez 35 ans après. Or, paraît-il qu'on a réussi la chose même en période révolutionnaire. On nous raconte que avant même de finir votre cursus, il y a un emploi qui vous attend. Ouais, parce que peut-être on n'avait pas suffisamment de diplômés et que mais bon, le besoin était là. Il y a peut-être un système qui permettait donc d'identifier, une fois que des jeunes sont inscrits à cette époque, de les suivre et de voir justement à quoi ces jeunes peuvent servir dans l'avenir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, peut-être malgré la conférence nationale, voir ce qu'on pouvait tirer de cette époque-là, comment les choses s'organisaient, n'est-ce pas, pour voir comment on peut mettre ça au goût du jour de la démocratie et puis évoluer. Vous savez, il y a un message que j'ai reçu tout à l'heure pour partager un avis de Dr Kifoli qui dit, écoutez, on peut globalement dire que nous avons changé d'ordinateur avec de nouveaux logiciels, mais le logiciel de base, système d'exploitation, a demeuré le même. C'est comme un nouveau ordinateur en 2025, mais avec le Windows 1995. Ça ne marche pas. Alors, quel est le logiciel de base des Béninois? Le Tedjenambi, l'antipatriotisme, la béninoiserie, la paresse endémique, surtout pour construire le bien commun qu'est le Bénin. Alors, c'est sévère. Sévère, mais je pense que il a vécu cette époque. Et sans doute, il fait une comparaison. Et il se dit qu'aujourd'hui, même 35 ans après, ces réalités ne sont pas vraiment loin de nous, voyez-vous. Et c'est là qu'il faut déplorer un peu notre marche après la conférence nationale, ce que nous avons véritablement fait, de ce que d'autres pays ont copié véritablement chez nous au niveau vraiment de chaque secteur. Et on a tellement misé sur le droit, qu'on a oublié que quelque part, il y a aussi le devoir qu'un citoyen doit avoir vis-à-vis de son pays. Voyez-vous, vous abordez aujourd'hui une question, quoi qu'en soit le domaine, rapidement, on va vous trouver une violation des droits de l'homme. Nous célébrons les Vodou Days, en plein cœur des Vodou Days, un citoyen qui publie un test qui pense que là-bas, à Ouida, on est en train de sacrifier des humains. Vous imaginez ce que ça peut faire dans l'esprit des gens. Cela a sans doute amené des gens à se désister d'aller à Ouida. Lui, il a fait dans la compréhension de ce qu'il a comme liberté, n'est-ce pas, de ce que nous avons hérité justement au lendemain de la conférence nationale. Cette confusion que nous avons. Mais ce faisant, expliqué, il a dit que c'est un rêve. Oui, mais il a fallu qu'il soit devant le procureur. Il a fallu qu'il soit devant le procureur pour justement déclarer quel rêve sur la place publique, voyez-vous. Et donc, aussitôt quand on s'est saisi de ce monsieur, oui, c'est des questions de droits de l'homme, violation des droits de l'homme, non, il est libre de dire ce qu'il veut. Ok, d'accord. Quand vous rêvez,
et que votre rêve n'est pas suffisamment encadré et que vous comment on encadre un rêve? Ça c'est Il faut savoir. Allez, on va finir avec la dernière ligne. Parfois, nous arrive de rêver, au réveil, il faut savoir qui raconte à quoi. Parfois, nous arrive de rêver, au réveil, on a discuté avec un proche qui essaye de dire, bon, écoute, il faut oublier ton affaire. Si moi je rêve, je vois des militaires tirer, au petit matin, je prends mon machin et je dis, bon, j'ai vu des militaires tirer hier, et donc le pays, c'est à feu et à sang. Si chacun doit prononcer ses rêves de cette façon-là, je pense que... Écoutez, c'est peut-être un illuminé, je ne sais pas trop. Et en tout cas, il continue les échanges avec le procureur là-bas. Le procureur va discuter avec lui pour voir son niveau de... Le 10 mars prochain, il va déjeuner encore avec le procureur. Ah ben, ça, c'est un privilège intéressant. Allez, dernière ligne droite de nos discussions. Est-ce que fondamentalement, on avait pris en compte aussi l'aspect culturel et social, mettons, sociologique aussi, de notre vie commune? Quand vous voyez un peu le parcours, 35 ans après. Non, vous savez qu'au plan social, on n'en voulait pas du tout de ce que Kérékou faisait. Donc, au plan social, je pense qu'il y a eu un profond changement de 90 à aujourd'hui, 35 ans après. On a essayé de changer les choses. Les choses ne sont plus les mêmes. On a eu le droit de grève, on a eu le droit de grève, etc. La liberté, comme il a dit tout à l'heure. La liberté de manifester, la liberté d'écrire ce qu'on l'on veut, jusqu'au vote de la loi sur le code du numérique. On a eu droit... disons, à dire ce que l'on veut dans des manifestations. C'était bien. C'est bien parce que avant la conférence, il y avait une sorte d'embrigadement de la parole. Il n'y avait pas la liberté d'expression. Et donc, ces cadres-là qui se sont réunis avec toutes les forces vives de la nation, à PLM Alédio, ont fait comme un peu délivrer la parole, délivrer certaines libertés qui étaient embrigadées. Et 35 ans après, je pense que nous avons essayé de recadrer, surtout avec le régime du président Patrice Talon. Par exemple, le droit de grève, tel que ça allait dans tous les sens. Sous Boni Yayi, on pouvait faire... Je crois qu'on a fait plusieurs mois de grève dans ce pays, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. C'était pire sous Kérékou démocratique aussi. Démocratique. Et donc, je pense qu'on a pris le mauvais côté de ce on est allé faire en 90 à PLM à Lédio, où on se disait, bon, maintenant, nous avons mis la main sur le diable, nous l'avons en cage, il faut maintenant se donner cette liberté-là de faire. Et je pense que ça n'a pas profité au pays. Parce que Kérékou, à son retour, il avait des ambitions, il fallait arranger un peu son image. Ce que j'avais fait, on m'a refusé, on a dit que c'est pas bon. Donc à son arrivée, il fallait quand même trouver la manière de pouvoir de communier à nouveau avec le peuple. Il menait des actions, d'accord, mais ces problèmes au plan social ne lui ont pas permis véritablement d'évoluer. Soglo, Yayi Boni, même les premières heures de Patrice Talon, nous avons connu tout cela. Il fallait qu'on encadre tout cela. Est-ce que c'est la bonne façon qu'on a trouvé? Ça, on peut mettre ça sur la table, en débattre pour dire, mais écoutez, est-ce que ça nous a permis d'évoluer? Je sais que ces dernières années, 8 ans ou 9, 7 ans, je ne sais pas trop, depuis que le droit de grève a été suffisamment encadré, eh bien, il y a une certaine accalmie au niveau de l'administration, où on ne se lève pas du jour au lendemain à cause des primes d'une centaine de personnes. On paralyse tout le pays à cause des primes d'un million de salariés. Je crois tous les salariés, lorsque vous prenez... Ça ne fait pas 1 million. Ça ne fait pas 1 million. Donc, on paralyse tout le pays et on endommageait, disons, les intérêts du pays. C'était pas bien. Il fallait encadrer. Et donc, il y a eu des aspects positifs qu'on a essayé de conserver. Et idéologiquement, bon, ça a beaucoup évolué aussi. Est-ce qu'on a promu notre culture entre-temps? Nous avons eu quelques initiatives, au moins grâce au premier président de l'aide démocratique que nous avons eu le 10 janvier, qui a été institué, et nous continuons justement par vivre cela. Patrice Talon l'a davantage renforcé, et bien d'autres initiatives pêle-mêle. Quand je reviens sur ce que Franck a évoqué, je pense que ça soulève notre problématique. On avait soif d'une liberté, mais sans un lot de patriotisme. Et cela peut être dangereux pour un État. Quand on prend le droit que la conférence a consacré, par exemple le droit de grève,
À un moment donné, c'était devenu un instrument de chantage aux mains des syndicalistes vis-à-vis des pouvoirs. Ou même des gens fortunés peuvent récupérer des syndicalistes et les utiliser, n'est-ce pas, contre un régime. Parce qu'on a envie, justement, de ne pas permettre à un président de dérouler peut-être son programme, de ne pas permettre à un président, n'est-ce pas, d'avoir des résultats. Quand on consacrait ce droit en conférence, on n'avait pas pensé à ça. En tout cas, tout sauf ça. Tout sauf penser à ce qu'on pouvait manipuler des syndicalistes, n'est-ce pas, à l'effet d'utiliser la grève comme un moyen de chantage. Aujourd'hui, cette soif de liberté nous a amené justement à vivre ce genre de situation, et bien dans d'autres secteurs. Et cela nous a ralenti. Et donc, on n'a pas su conserver de la révolution, peut-être de cette époque, ce sentiment qu'on a de défendre son pays, malgré tout ce qu'on pouvait vous proposer comme ceci ou comme cela. Et cela est un problème aujourd'hui dans notre démocratie, où vous voyez des jeunes, vous voyez des personnes qu'on peut vite manipuler parce qu'on leur a donné de l'argent, n'est-ce pas, pour déverser de n'importe quoi sur le pays. Vous savez, nous avons connu peut-être la même marche que des pays tels que le Japon, tels que la Chine, qui sont aujourd'hui à un niveau parce que, quand bien même dans leur évolution, ils avaient rencontré des difficultés, il y avait ce sentiment propre de développer leur pays, quoi que coûte, malgré les problèmes qui viennent d'ailleurs. Je pense que nous sommes véritablement passés à côté. Et on se pose la question aujourd'hui de savoir comment nous avons évolué dans notre éducation, dans notre culture, parce que quand on observe bien, nous continuons pas à avoir encore des problèmes dans ces secteurs-là. C'est dit qu'il faut encore convoquer une nouvelle conférence nationale pour débattre exclusivement des questions de développement. J'espère que, en tout cas, ça va être vraiment une opportunité parce que de 90 à aujourd'hui, on a quand même eu des assises qui se sont focalisées de façon sectorielle sur certains aspects de notre vie. Les assises sur l'éducation nationale, absolument, les assises sur le dialogue national, les états généraux sur la presse, des trucs comme ça qui ont été organisés de façon éparse et qui visiblement n'ont pas apporté de solution dans le fond à ce que nous vivons. Bon, peut-être une conférence nationale à nouveau pourra nous aider. Les gens parlent de dialogue national. Les gens parlent de dialogue national parce que là... Pour des questions politiques. Voilà. Vous savez, c'est ce que je voudrais, parce que quand on parle de dialogue national, vous verrez que c'est parce qu'entre les politiciens, il y a des achoppements. Entre les politiciens, on ne s'entend pas. Donc, on crée l'expression dialogue. Pourquoi ne pas aller vers un dialogue pour parler de l'amour qu'on doit avoir pour son pays, du travail acharné qu'on doit avoir dans son pays, de l'éducation de l'école, de la culture. Non, ils vous diront qu'on ne peut pas dissocier un élément de l'autre. Qui veut parler développement parle forcément politique. Et donc moi je pense que les questions politiques ont tendance à prendre le pas sur les questions. C'est quand ils ne s'entendent pas qu'ils décident d'organiser, je crois, des séances nationales pour discuter. Sinon, quand ils s'entendent, bon, il n'y a pas de problème. Tous les autres secteurs peuvent être paralysés. C'est peut-être Pirescu qui a raison. Oui. Quand on a fait les mêmes acteurs politiques, on fait l'expérience de Soglo, ils se sont rendus compte que le monsieur technocrate, il n'est pas venu faire de la politique politicienne. Comme ils n'ont pas trouvé leur compte, ils sont allés chercher le vieux qu'on a condamné 5 ans plus tard en conférence nationale. Comme le vieux aussi a compris, bon, la mafia est revenue au pouvoir. On n'a pas eu de problème politique en tant que tel, il n'y a pas eu de dialogue parce que bon, tout le monde est arrivé à se servir. Allez les gars, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que le sujet fondamental qui aura dominé largement, en tout cas le menu d'Actu Matin ce matin, c'est le début de la conférence nationale. Il y a 35 ans que les assises nationales commençaient au PLM Aledjo à Cotonou. On a fait un petit bilan. Cela a duré une dizaine de jours. On va continuer sur Canal 3 Bénin à vous proposer des rendez-vous de discussion, de réflexion autour donc de ce qui s'est passé il y a 35 ans. C'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Juste après moi, la revue de presse. Et n'oubliez surtout pas, les programmes de Canal 3 se poursuivent toute la journée et de façon inarrêtable. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme donc de la meilleure chaîne à Cotonou.